L'autocar a fait une première pause à Hammond. J'ai consulté ma montre, ça faisait à peine 1 heure qu'on avait quitté Chicago et je commençais à regretter d'avoir bu mon coca aussi vite. Au moment où nous nous garions le long du quai de la gare routière, l'homme au costume gris s'est levé et il a regardé autour de lui d'un air inquiet. Puis il a remonté l'allée pour aller parler avec le chauffeur. J'ai entendu ce dernier répondre un peu sèchement. « Non, Prairie, c'est le prochain arrêt. Dans 1 heure. Restez pas là, vous gênez le passage. » L'homme en costume gris a reculé pour laisser monter une dame accompagnée d'une petite fille. En passant à côté de moi pour rejoindre le fond du bus, la fillette m'a dévisagé puis m'a tiré la langue. L'homme est revenu à sa place. Il avait l'air inquiet. Il a dû s'apercevoir que je l'observais parce qu'il s'est tourné vers moi. Il s'est forcé à me sourire comme s'il devait me rassurer. J'ai aussitôt détourné les yeux, mais j'ai vu sa main droite passer par-dessus le dossier de sa banquette. « On ne s'est pas présenté, jeune homme. Je m'appelle George Kaplan. Et toi, tu t'appelles comment ?» J'ai hésité un petit moment et finalement je lui ai serré la main en me présentant. « Lilian Camblet, monsieur. » Il m'a considéré pendant un petit moment d'un air intrigué avant de me demander « T'es pas d'ici, toi, n'est-ce pas ?»« Non, je suis français, monsieur. »« Français ? Mais dis-moi, tu parles très bien l'anglais pour un petit Frenchie. » Il a dit cette dernière phrase dans un français parfait, presque sans accent. Je l'ai aussitôt trouvé sympa. Le bus a démarré brusquement et M. Kaplan a perdu l'équilibre avant de s'effondrer sur son siège. Entre les 2 fauteuils, j'ai vu son visage tourné vers moi. Il m'a dit encore en français « Ce chauffeur est un imbécile. Tu vas où ?»« À Indianapolis. »« Eh ben, j'espère pour toi que tout va bien se passer, parce qu'avec des types comme ça, on peut s'attendre à tout. » Il ne croyait pas si bien dire et j'étais loin d'imaginer ce que j'allais vivre à cause de ce chauffeur. Mais j'en étais pas encore là. J'ai demandé « Et vous, vous allez où ?» Peut-être que ma question l'a surpris, je sais pas. Toujours est-il qu'à cet instant, George Kaplan s'est un peu rembruni. Mais à nouveau, il s'est forcé à me sourire. « Prairie. »« Prairie ? C'est quoi ça ? C'est une ville ?» À vrai dire, Lilian, j'en sais rien. Je sais juste que j'ai un rendez-vous à l'arrêt de Prairie. Puis, il s'est retourné pour regarder par la fenêtre. Le bus venait de reprendre la route. J'ai jeté un coup d'œil à Captain America. Il restait encore 4 heures de trajet. J'avais de plus en plus envie de faire pipi et la prémonition de M. Kaplan au sujet du chauffeur était loin de me rassurer sur la suite du voyage. Le bus a commencé à ralentir alors qu'il n'y avait pas la moindre ville à l'horizon. Juste des hectares de champs de maïs entrecoupés de plaines désertiques. M. Kaplan s'agitait à nouveau sur sa banquette. Cette fois, il n'y avait aucune gare routière en vue. Le chauffeur a garé son bus le long de la route et, en jetant un œil au rétroviseur, il s'est écrié « Prairie ! 3 minutes d'arrêt !» Alors qu'il coupait le moteur, M. Kaplan a bondi et, sans même un regard pour moi, il a remonté l'allée. Je l'ai entendu demander au chauffeur « Vous êtes sûr que c'est bien là, Prairie ?» Écoutez, mon vieux, je connais ce trajet comme ma poche, alors oui, c'est là, Prairie. Qu'est-ce que vous faites? Vous descendez, vous restez? Faut vous décider. George Kaplan a fait un geste de la main et la porte du bus s'est ouverte. Il s'est alors tourné vers moi pour me faire un petit salut. Il a mis un pied sur le bas-côté de la route et c'est là que je me suis rendu compte qu'il n'avait pas de bagages avec lui. J'ai trouvé ça bizarre, mais ma vessie s'étant rappelée à mon souvenir, j'ai décidé de passer à l'action. Je me suis levée et je me suis dirigée vers le chauffeur. Il était en train de compter les sous dans sa caisse. « Excusez-moi, monsieur, mais il faudrait que je descende pour aller faire pipi. » Le type n'a même pas pris la peine de relever la tête. Il m'a juste répondu « Si tu penses que tu peux faire ça en 2 minutes, alors vas-y. » Vu mon envie, 2 minutes, ça semblait un peu court, mais j'ai filé sans demander mon reste. Dehors, il faisait une chaleur épouvantable. J'ai aperçu George Kaplan qui s'éloignait le long de la route en observant le paysage autour de lui. Il semblait complètement perdu, seul au milieu de ce désert. Mais je n'avais pas le temps de m'attarder. Après avoir regardé à droite puis à gauche et m'être aperçu que la route était totalement vide et se perdait dans un infini brouillé par le soleil, j'ai traversé au pas de course et me suis dirigé vers un champ de maïs. Dans le lointain, un petit avion survolait la plantation sur laquelle il épandait de l'insecticide.
Je me suis frayé un chemin entre les plants qui me dépassaient de plusieurs centimètres et me suis arrêté. Le bruit de l'avion a alors été recouvert par le zinzin des insectes qui chantaient autour de moi. Ça ne ressemblait pas du tout au chant des cigales que j'entendais dans les gorges du Tarn. C'était bien plus fort, ça venait de partout, et même si je n'ai aperçu aucune de ces bestioles, je savais qu'il y en avait des milliers autour de moi. Un gigantesque orchestre, presque effrayant. À cette époque, j'avais un petit problème. Si on me pressait d'une manière ou d'une autre, j'étais incapable de faire pipi, même si l'envie était on ne peut plus urgente. Papa n'avait jamais compris ça. Combien de fois, alors que nous devions partir, il s'était agacé derrière la porte fermée des toilettes. Résultat, j'abandonnais à chaque fois l'affaire et à peine étions-nous dans la voiture que je lui demandais de s'arrêter. Ce jour-là, après Ristop, je me suis retrouvée dans la même situation. La fanfare des insectes ne m'aidait vraiment pas, et comme pour couronner le tout, j'ai entendu le moteur du bus se remettre en marche. J'avais beau me dire que le chauffeur était obligé de m'attendre, que jamais il n'oserait abandonner l'un de ses passagers dans un tel endroit, rien n'y faisait. En plus, je savais que si je n'y arrivais pas là, maintenant, il faudrait que j'attende l'arrivée à Indianapolis. Et ça, c'était impossible. Je ne rêvais pas. Je ne cauchemardais même pas. J'avais bien entendu le moteur du bus s'emballer et les vitesses grincer. Je me suis mis sur la pointe des pieds pour dépasser les épis de maïs, et là, j'ai vu l'impensable. Le bus, mon bus, venait de reprendre la route et était en train de filer sans moi. Pris de panique, j'ai refermé mon pantalon et je me suis précipitée. Les feuilles des plants de maïs me fouettaient le visage, mais ça m'était égal. Je hurlais « Hé ! Attendez-moi ! Attendez-moi !» Lorsque j'ai atteint la route, le bus était déjà à une 50aine de mètres et continuait de rouler. J'ai redoublé d'efforts, persuadé que le chauffeur finirait par m'apercevoir dans son rétroviseur ou que l'un des passagers allait donner l'alerte. Au lieu de ça, j'ai vu la petite fille qui me regardait par la vitre arrière et me tirer une nouvelle fois la langue. Un épais nuage sombre est alors sorti du pot d'échappement. J'ai voulu crier, mais la fumée m'en a empêché et j'ai dû arrêter de courir tellement je toussais. Je me suis retrouvée au milieu de cet immense ruban de goudron, plié en deux, des larmes plein les yeux. Quand je me suis redressée, le bus n'était plus qu'un petit point étincelant qui filait vers l'horizon. J'étais seule, au milieu de nulle part, et dans 4 heures, mon père ne me trouverait pas à la gare routière d'Indianapolis. En une fraction de seconde, j'ai compris toute l'horreur de la situation, et mon cerveau m'a donné à nouveau l'ordre de courir. Alors, j'ai couru sur une centaine de mètres, en hurlant, en pleurant jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Mes pas m'ont guidé jusqu'au bord de la route, et là, je me suis effondrée dans la poussière. Quand j'ai rouvert mes yeux noyés de larmes, j'ai vu le ciel au-dessus de moi, infiniment bleu et profond.